Enchanté, hein, je suis vraiment ravi d'intervenir, dans le cadre de ce webinaire, d'autant qu'on est vraiment nous aussi dans cette démarche de développement, open source, donc je suis vraiment, très, très content de pouvoir intervenir. Donc je m'appelle, Nicolas Ducrot, je suis, maître de conférence, à l'INSA Lyon. Et puis, je travaille principalement, en reconstruction d'images, pour des applications biomédicales, et puis depuis, une petite dizaine d'années, un petit peu moins sur, de l'imagerie, single pixel. D'abord en collaboration avec, le département de physique du Polytechnico de Milan, et puis maintenant, on a des projets, qui sont développés, indépendamment, et notamment, 2 projets en cours, un sur l'imagerie, donc hyperspectrale pour, la neurochirurgie guidée par la fluorescence, et puis un second sur l'imagerie de fluorescence, de modèles animaux, type poisson zèbre. Voilà, donc cette présentation, effectivement, elle va porter sur un euh, une boîte à outils en bon français, donc Python pour la reconstruction d'images single pixel. Puis effectivement, un petit peu au-delà, je vous présenterai un écosystème qu'on essaie de mettre en place pour de la recherche reproductible en imagerie single pixel. Alors, tout d'abord, un bref rappel du principe d'imagerie single pixel hyperspectrale. Donc voici le dispositif, une version précédente en tout cas du dispositif que l'on utilise au laboratoire. L'échantillon se trouve ici. C'est un échantillon ici transparent qui est illuminé par une lampe LED, mais on peut également imaginer donc de faire de l'imagerie en réflexion. Et donc on va venir mesurer un spectre de l'objet vu au travers d'une matrice de micro-miroir, donc un DMD pour Digital Micro-Mirror Device, qui est un ensemble de 1000 par 1000 micro-miroirs de 13 microns de côté que l'on peut basculer dans 2 directions différentes. Pour l'une de ces directions, donc imaginons que l'on charge ce motif sur le DMD, eh bien les pixels blancs, la lumière issue des pixels blancs sera renvoyée vers un spectromètre qui est représenté ici dans cette boîte. Et puis en revanche, les pixels noirs seront renvoyés ou ne seront pas renvoyés vers le spectromètre. Et donc ce que l'on va mesurer in fine, ça va être le spectre intégré, sommé spatialement, pour cette configuration, pour ce motif de lumière. Donc ça va nous permettre d'acquérir un premier spectre. Puis ensuite, on va charger un deuxième motif de lumière. Hein. Donc dans cette configuration-là, on verra simplement une bande des pixels du haut et une bande des pixels du bas. Les pixels de la bande centrale ne seront pas vus par le spectromètre. Et on va mesurer un deuxième spectre. Et puis on va répéter l'opération pour un grand nombre de motifs de lumière, et on va acquérir cette collection de spectres qui correspondent à l'hypercube de l'échantillon placé dans ce plan d'imagerie ici. Une fois qu'on a fini de collecter nos spectres, évidemment, hein, spatialement, chacun de ces spectres contient de l'information qui est issue de différents pixels, des différentes positions des pixels de la scène. Donc il nous faut un algorithme de reconstruction d'image, dont j'aurai l'occasion de parler un petit peu plus tard, qui va nous permettre de remonter donc à cette hypercube dont a parlé Gaspard précédemment, en fait, qui est un cube de données 3D avec deux dimensions spatiales x et y, et puis une dimension spectrale lambda. Puis par exemple, ici, c'était une acquisition directement dans notre lampe d'illumination, sans objet donc, et puis on peut tracer à différentes longueurs d'onde les images, les coupes spectrales obtenues pour cette lampe-là. Alors maintenant, je vais vous parler donc de cet écosystème qu'on a appelé Open Spirit, que l'on a introduit dans un article que l'on a récemment publié en début d'année dans la revue Optics Express. Donc notre écosystème comprend principalement trois composantes. Space, qui est un logiciel d'acquisition, Spirit, qui est le logiciel de reconstruction,
et SPIIM qui est une base de données, une collection d'hypercubes. Donc SPACE, on l'utilise principalement pour contrôler la matrice de micromiroir, le DMD, contrôler le spectromètre, et puis contrôler la synchronisation entre le défilement des motifs sur la matrice de micromiroir et l'acquisition des spectres correspondants. Donc SPIRIT, c'est notre boîte à outils de reconstruction d'images qui implémente un certain nombre de méthodes qui sont fondées sur l'apprentissage profond, le deep learning. Et SPIIM, c'est une collection d'hypercubes qui compte maintenant près de, je dirais, 200 hypercubes. Voilà, donc très rapidement, donc SPACE, c'est notre package d'acquisition. Il est disponible sur GitHub. C'est un package Python. Voilà, bon, il peut s'installer très simplement. Il est disponible pour l'instant sur Windows principalement pour pouvoir en utiliser toutes les fonctionnalités, notamment pour pouvoir contrôler notre spectromètre pour lequel les DL sont fournis seulement sur Windows. Il est documenté, on a une documentation qui est disponible en ligne, gérée via Read the Doc. Voilà, donc voilà comment on l'utilise actuellement. Hein. Donc on l'utilise pour contrôler notre matrice de micromiroir qui est un DLP 7000 voilà, de chez Vialux. Qui intègre une puce TI, et puis on a un spectromètre Avantes. Voilà, et donc c'est vraiment pour cette application-là et dans ce cadre-là que l'on utilise ce software d'acquisition. Je vais maintenant passer à la présentation donc, de SPIIM. Donc c'est notre base de données de cubes hyperspectrales. Alors c'est un jeu de données qui se veut faire. Voilà, donc faire, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, sont des principes de partage de données qui ont été mis au point par un consortium de chercheurs, notamment, mais aussi d'industriels, en 2016, et qui a vocation à s'assurer que des données puissent être mises à disposition dans de bonnes conditions, et notamment voilà, ces critères. Donc, il faut qu'on puisse être findable, il faut qu'elle puisse être accessible, il faut qu'elle puisse être interopérable, c'est-à-dire qu'on puisse les lire depuis différents systèmes, et puis qu'on puisse les réutiliser au cours du temps. Ce qui n'est pas toujours facile à faire. Donc on a mis en place ces critères-là, et donc on a une base de données qui contient des données brutes. Alors ces données brutes sont l'ensemble des spectres qui sont issus des mesures sur le système que je vous ai montré au transparent précédent. Associé à un ensemble de métadonnées qui peuvent décrire le type d'illumination, le type de source, évidemment le type de spectromètre, le type de DMD, la version des softs, les temps d'acquisition, etc., etc. Donc on tâche vraiment de sauver toutes ces métadonnées, parce que c'est très important pour lorsque l'on souhaite réutiliser des jeux de données plusieurs mois ou années après les avoir acquis. Eh bien, on a vraiment besoin de ce genre d'informations. Et puis on stocke également les hypercubes reconstruits par différentes méthodes, dont des méthodes basées sur l'apprentissage profond que je vous détaillerai un peu plus tard. Voilà, alors pour avoir un petit aperçu de cette base de données, ce qui est possible de faire, je pense, un point d'entrée, ça peut être d'aller jeter un œil en fait au document annexe qui est disponible avec l'article sur le site donc d'Optics Express. Et donc, on fournit un document PDF qui ressemble à ça, qui peut vous donner une idée en fait de ce qui se trouve dans cette base de données. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, c'est on avait imagé la boîte Thor Labs, hein, que vous connaissez bien.
Et donc là, on la représente dans différents canaux, ici à 557 nanomètres, ici à 707 nanomètres, reconstruit dans différentes conditions. Bon, ça, il faudra avoir un petit peu plus de temps pour le détailler, mais voilà, ça c'était simplement une feuille d'un arbre, voilà, le color checker, etc. Donc on a un certain nombre d'objets comme ça pour lesquels on a fait des reconstructions dans différentes configurations pour qu'on puisse comparer un peu les différentes méthodes. Et puis on a également au début une liste de tous les objets qui ont été imagés dans différentes conditions. Bien souvent, on reprend le même objet, on considère différents types de filtres, différents types de sources, etc. Donc, vous pouvez avoir un bon aperçu en allant consulter ce document. Voilà, ça c'est une première approche. Et puis la deuxième approche, bah, c'est d'aller directement en fait sur notre entrepôt. Donc pilote-warehouse.creatis.insa-lyon.fr. Donc c'est un entrepôt de données qui contient donc une collection qui est privée. Alors moi j'ai un petit peu plus de documents, voilà, donc j'ai certains dossiers qui apparaissent en privé, mais vous, ce que vous pourrez voir, ce sont les dossiers données, data et soft. Et à l'intérieur d'un données data, vous trouverez différentes versions du setup d'acquisition. Et puis si on en prend une, par exemple, on peut regarder qu'on a différents dossiers correspondant à différentes acquisitions. Et puis, alors voilà, ce matin, j'avais retrouvé également le Torlab Box, qui se trouve ici, bon, avec 2 temps d'acquisition différents. Et puis on y trouve quoi? On y trouve des métadonnées au format JSON, on y trouve un hypercube reconstruit avec une première méthode, un hypercube reconstruit avec une deuxième méthode, ici NN, c'est Neural Network. On y retrouve les données brutes, et puis on y retrouve, voilà, ça c'est autre chose, mais voilà, donc principalement métadonnées, cube reconstruit, données brutes, et puis on a également un petit dossier qui contient une visualisation des résultats. Et donc, par exemple, si on revient ici, slice image, reconstruit avec une première méthode, voici ce que l'on obtient avec une méthode entre guillemets naïve, et puis ici avec même données reconstruites avec le réseau de neurones, hein. Ouais, là il n'y avait pas beaucoup de signal, donc on a des choses qui sont relativement lisses ou bruitées, mais voilà, donc on a ce genre d'acquisitions qui sont disponibles. Hop. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la partie boîte à outils pour la reconstruction d'images. Et puis, je souhaitais commencer peut-être par une comparaison. Donc, ce que je vous présente ici, c'est les reconstructions de 3 échantillons différents. À droite à gauche, on a une tranche de tomate et au centre, on a une mire de résolution. Et puis en haut, on reconstruit avec une approche, on va dire, naïve. Et puis en bas, avec une approche qui se base sur le deep learning. Donc voilà, on peut ici apprécier la différence entre les deux. Et par exemple, avec la mire de résolution, on pourrait déterminer une résolution spatiale dans les deux cas. Voilà le genre de choses que l'on peut obtenir. Alors, pour en arriver là, je vais tâcher de vous détailler brièvement en donnant quand même des éléments sur comment les choses fonctionnent. Donc, ce que l'on a à faire, c'est à inverser un système linéaire que je présente ici. Donc, m lambda égale h f lambda plus du bruit. M lambda représente quoi? Représente les valeurs mesurées en un canal donné lambda pour les différents motifs de lumière. Donc on a affiché sur le DMD ici donc 5 motifs différents. On a mesuré 5 spectres différents. On se place à une longueur d'onde donnée. Par exemple, on considère le 5e spectre, le 5e canal, et on construit ce vecteur-là. La matrice H, c'est une matrice qui contient les motifs de lumière qui ont été affichés sur la matrice de micro-miroir, sur le DMD. Et F lambda, c'est une tranche
de l'hypercube pour le canal spectral correspondant, par exemple le 5e. On mesure M lambda, on connaît H et on cherche à remonter à F lambda. Donc ça, c'est le problème que l'on cherche à résoudre. Ce qu'il faut bien voir, c'est donc nos acquisitions sont séquentielles puisqu'on fait défiler un motif, puis le suivant, puis le suivant. Et donc ça peut conduire à des acquisitions en fonction du nombre de motifs que l'on souhaite faire défiler, nombre d'acquisitions qui est grand. Donc souvent, ce que l'on a tendance à faire pour réduire les temps d'acquisition, hein, c'est souvent une contrainte que l'on a, eh bien, on est obligé de se limiter à un faible nombre de motifs de lumière. Donc on se retrouve donc avec un système qui pourrait être représenté de la façon suivante, avec une matrice H qui est une matrice qui est plate, qui a moins de lignes que de colonnes. Et évidemment, cette réduction du nombre de lignes de la matrice H a pour effet de dégrader la résolution spatiale de l'image qui peut être reconstruite. C'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir besoin de méthodes de reconstruction qui sont capables de limiter cette dégradation de la résolution spatiale. Alors les approches récentes, c'est-à-dire on va dire depuis on va dire 5-6 ans, il y a une assez grande effervescence dans le domaine de la reconstruction d'images qui est liée, on va dire, à l'irruption du deep learning, Et donc, le paradigme a un petit peu changé. Avant, on avait des méthodes qui étaient souvent basées sur de l'optimisation de fonctions de coût avec des termes de régularisation qui étaient choisis à la main. Et puis, de plus en plus, maintenant, on cherche à obtenir un estimateur que j'ai noté ici, G θ étoile. Voilà, je vais vous montrer ça avec le pointeur. Qui, connaissant M, ayant mesuré M, nous permet d'approcher l'image réelle F. Voilà, et donc en fait, ce modèle non linéaire, il dépend de paramètres θ. Ces paramètres θ sont ajustés dans une phase d'entraînement de façon à ce que la sortie, ou la prédiction, dit autrement, la prédiction d'image faite par le modèle G pour les paramètres θ soit le plus proche possible de l'image vraie F que l'on cherche à reconstruire. Donc pour ça, ça nécessite d'avoir une base de données, de former des paires de vecteurs de mesure images associées et de minimiser ce genre de fonctions de perte. Ce qui est positif, c'est que maintenant, on bénéficie de toute une machinerie d'optimisation et de packages bien connus, tels PyTorch ou TensorFlow, qui permettent de résoudre ce problème d'optimisation relativement facilement. Voilà. Alors la question qui se pose néanmoins, c'est celle du choix de G. Comment choisir ce modèle non linéaire G? Alors, ce qui s'est fait, qui continue de se faire, et qui marche très bien, c'est de choisir un réseau de neurones. Donc, on prend un réseau de neurones, alors tel ce réseau de neurones-là, qui comporte un très très grand nombre, ici 10 puissance 9, même 10 paramètres, avec des couches qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Pour, partant du vecteur mesure, arriver à l'image que l'on cherche. Les reconstructions, en fait, la performance de reconstruction obtenue par ce genre d'approche, lorsqu'on l'évalue, on s'aperçoit qu'elle est très très bonne, que la plupart du temps, ces approches-là, eh bien, elles sont plus performantes que les approches précédentes qui étaient basées sur l'optimisation. Donc en très peu de temps, quelques années, finalement, les groupes de recherche qui ont abouti à des méthodes qui étaient plus performantes que des méthodes sur lesquelles ils travaillaient depuis près de 10 ans, ce qui expliquait cet intérêt croissant. Alors ce qu'il faut dire également, c'est que la phase d'entraînement, donc l'ajustement des paramètres pour que l'on puisse avoir une reconstruction qui soit satisfaisante,
est longue, donc typiquement plusieurs jours, voire même parfois semaines. En revanche, une fois que le modèle, le réseau est entraîné, eh bien calculer l'image, reconstruire l'image à partir du vecteur mesure est très rapide, typiquement de l'ordre de la seconde. En revanche, il y a eu un certain nombre de critiques qui ont émergé, et l'une des principales critiques était le fait que ces méthodes-là étaient de grosses boîtes noires, et que finalement on ne comprenait pas pourquoi elles fonctionnaient. Donc ça peut être un frein à l'adoption, notamment dans le domaine de l'imagerie médicale, où le radiologue cherche un petit peu à savoir pourquoi telle image est obtenue et pas une autre. Et donc il y a eu un gros effort de recherche dans cette direction-là, et qui ont abouti notamment à une famille de méthodes que je souhaite vous présenter ici, qui est la technique de l'unrolling d'algorithmes itératifs. Donc en fait, on prend un algorithme itératif classique et en fait on le déroule, et on voit chacune de ces itérations comme étant une couche d'un réseau de neurones replié sur lui-même. Par exemple, si on prend ces deux équations-là, qui sont les équations qui gouvernent typiquement des algorithmes du type descente de gradient proximal, on a une première étape qui est une étape de descente de gradient d'un terme d'attache aux données qui est un terme quadratique en m-hf au carré en norme 2, suivi d'une étape qui est une étape de gradient proximal. Et bien en fait, on peut interpréter cette étape-là comme étant une couche d'un réseau de neurones qui, connaissant M, va nous donner une première solution. Et ensuite, cette deuxième étape-là, à nouveau, un nouveau réseau de neurones qui agit cette fois-ci dans le domaine image, qui va nous donner l'itéré, le KM itéré. Et ensuite, on va pouvoir itérer ce schéma de reconstruction. Souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on va fixer le nombre d'itérations au préalable. On va se donner bien souvent 5 ou 10 itérations. On va entraîner l'algorithme pour 5 ou 10 itérations, et ensuite, on pourra l'évaluer sur de nouvelles données. Voilà, alors maintenant je vais en revenir à Spirit. Donc Spirit va nous permettre de faire tout cela. Spirit se base notamment sur quelques classes qu'on appelle core, qui permettent d'implémenter des fonctionnalités de base, tel core.meas, qui va permettre d'implémenter en gros le produit h fois f. Donc ça va nous permettre d'implémenter le modèle direct, le produit scalaire entre l'image de la scène et le motif qui est projeté sur la matrice de DMD. On va avoir ici des classes qui vont nous permettre de gérer le bruit, et ensuite on aura des classes de reconstruction là, qui implémentent des méthodes de reconstruction standards, couplées avec core.nnnet, qui est une classe qui va contenir des réseaux qui agissent dans le domaine image classique, des réseaux convolutionnels, des UNet, etc. Et voilà, on va pouvoir assembler ces différents éléments pour aboutir à un réseau de neurones que l'on va pouvoir entraîner partant d'une image, arriver à entraîner un réseau qui nous sort une image à partir d'un vecteur mesure M que l'on simule le long de cette chaîne de traitement. Alors simplement, là je donne un petit exemple pour essayer d'être illustratif. Ici, ce module-là qui a simplement vocation à partir d'une image à simuler un vecteur mesure, et ben on va pouvoir l'implémenter grossièrement comme ceci avec ces quelques lignes de code. Donc on va importer ici un objet de type Adam Split. Donc on va considérer qu'on va charger des motifs de Hadamard sur la matrice de micro-miroir qui vont être coupés entre une partie positive et une partie négative. Si on veut simuler les données qu'un bruit de poisson, on va importer cette classe-là, poisson. On va instancier des objets, donc ici Adam Split 512-128, donc on va considérer 512 motifs
d'images qui sont des images 128 par 128. Ici, on instancie notre modèle de bruit. Ici, en choisissant 100 photons comme étant le nombre de photons maximum pouvant être obtenus. Et très facilement, on va pouvoir générer un vecteur mesure. Voilà. Simplement, un dernier mot pour dire que on a récemment ajouté un certain nombre de tutoriaux qui permettent d'introduire ces différentes notions et on l'espère en tout cas de prendre en main le code plus facilement, mais on est bien sûr évidemment disponible pour discuter si des gens sont intéressés pour en savoir plus et souhaitent l'utiliser. Voilà, bah, c'est terminé pour moi. Je vous remercie de votre attention.